Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, les fêtes sont passées, mais la fête va continuer dans les bars, dans les clubs, chez soi. En tout cas, on vous le souhaite, mais pour qu'elle soit belle, mieux vaut être informé des risques liés à la soumission chimique. Elle touche tout le monde et d'ailleurs pas seulement dans les fêtes, on va en parler, mais les jeunes sont quand même spécialement concernés. Invité du grand oral, Leïla Chaouachi. L'anti-sèche de Brandon Warrett. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est cette exposition consacrée au grand chorégraphe Rudolf Nureyev à l'Opéra de Paris. Nureyev, star de l'enseignement spécialisé en danse, mais on le croise aussi en histoire, en art plastique et dans plein de disciplines. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, une petite pause clope. Eh ben non, c'est toujours non. Une nouvelle étude le redit, il vous le racontera. Rendez-vous enfin avec Amélie Paris, qui nous raconte chaque semaine les années collège. Aujourd'hui, zoom sur un des youtubeurs préférés des adolescents, Squeezie. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand oral. Balance ton bar, c'est un hashtag et un mouvement qui sont nés en Belgique. Rapidement, ils ont franchi la frontière. Objectif, alerter contre les risques de soumission chimique pendant les fêtes. Une prise de conscience nécessaire mais insuffisante. Elle laisse entendre que le problème ne toucherait que les jeunes fêtards. Novembre 2023, rebond du sujet dans l'actualité avec l'affaire Guerriot, du nom de ce sénateur qui a administré une substance illicite à une députée. Et c'est bien ce que montrent les études de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Leïla Chaouachi est pharmacienne au Centre d'addictovigilance de Paris et rapporteur de l'enquête soumission chimique de la dite ANSM et notre invité. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. On va commencer par définir les termes soumission chimique. De quoi on parle? Alors, la soumission chimique, c'est le fait de droguer une personne à son insu ou sous la menace, donc clairement sans son consentement, pour commettre un crime ou un délit. Donc, c'est vous droguer pour une agression sexuelle, droguer pour voler, pour enlever, pour séquestrer. Donc, autant de crimes et de délits qui sont décrits dans l'enquête. Dans cette enquête, vous examinez l'évolution de la situation. Alors, les chiffres ne sont pas si simples que ça à lire et à comprendre parce que ça augmente. Alors, ce qu'il faut comprendre... Mais on ne sait pas si c'est le déclaratif ou les faits. Enfin, Exactement. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une prise de conscience collective qui est de plus en plus importante. Vous l'avez très bien dit, avec les hashtags, la succession des hashtags qu'on a eus, puisqu'au final, ça avait déjà démarré avec le MeToo en réalité en 2017. Ce qu'on est en train d'observer sont des ramifications du mouvement MeToo. On a eu le hashtag Balance ton bar, qui fait quand même écho au Balance ton porc. On a le hashtag MeToo GHB, et puis maintenant, on a le hashtag M'endors pas. Donc, c'est ces successions d'hashtags qui ont fait qu'on a une augmentation de la prise de conscience collective. Et de ce fait, on nous rapporte, on nous signale davantage les cas suspects, quand on suspecte qu'on a été drogué. Ensuite, ces cas vont être évalués, analysés, et on va savoir quelle est la part qui relève de soumission chimique, donc le fait que je vous drogue à votre insu pour commettre un crime ou un délit, et la part qui relève de la vulnérabilité chimique, c'est-à-dire je me suis drogué moi-même ou j'ai consommé de l'alcool moi-même, ça m'a mis dans un état de fragilité qui m'a rendu plus vulnérable à une agression. Dans les deux cas, on parle d'agression facilitée par les drogues. Mais oui, c'est ça. C'est pas obligatoirement quelqu'un de malveillant qui volontairement veut commettre un délit ou un crime. Exactement. Et qui vous drogue. C'est quelqu'un qui profite de la situation, c'est tout aussi grave. C'est une vulnérabilité chimique. Et en fait, les signaux globaux, eux, augmentent. La part en pourcentage des soumissions chimiques vraisemblables est autour de 10 à 11%. Donc la part n'augmente pas. En valeur absolue, ça augmente, mais la part n'augmente pas. On parle de beaucoup de produits. Vous avez cité le GHB de manière très spontanée. Ce n'est pas le seul produit concerné, loin s'en faut. Non, justement, absolument pas. Tous les ans, depuis le début de l'enquête, ce qui arrive en première position des mentions d'agents de soumission chimique, ce sont les médicaments psychoactifs. D'ailleurs, au départ, cette enquête, elle a fait suite à un premier état C'est 56%, je crois, donc c'est vraiment très nettement en tête. Exactement. Alors, en 2020, c'était 73%. C'est ça. Et en 2020, c'était 73%. Et puis, en 2021, l'écart se réduit avec les drogues, puisqu'ils sont toujours majoritaires à 56%. Mais on voit que les drogues commencent à prendre également le pas. Et c'est la MDMA côté drogue qui arrive en première position. C'est ce qui rentre dans la composition des comprimés d'ecstasy. Voilà, donc la GHB n'est pas la seule drogue du violeur. D'ailleurs, on ne dit pas par hasard drogue du violeur, parce qu'on parlait d'intention de commettre des crimes ou des délits. Les agressions sexuelles, c'est toujours le signalement de loin le plus mentionné. Alors oui, les agressions sexuelles et les viols, donc les violences sexuelles de façon générale sont majoritairement rapportées dans notre étude. Mais c'est très important de comprendre que la soumission chimique n'est pas uniquement des faits de violences sexuelles. C'est un mode opératoire qui consiste à droguer une personne
personnes pour commettre tout crime ou délit. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir également des vols, où les hommes sont particulièrement victimes et concernés. On peut avoir des violences, on peut avoir des enlèvements, des séquestrations, des homicides, des maltraitances chimiques, ce qu'on appelle les enfants battus chimiquement ou les seniors battus chimiquement. On a beaucoup d'efforts et d'évolutions à faire sur la maltraitance de nos aînés et des enfants, des personnes vulnérables. Et donc, ça peut aller malheureusement jusqu'à l'horreur de la traite des personnes, où là, les enfants ou des femmes et d'autres vont être exploités sous l'emprise de substances. Voilà, par exemple, réduites à la prostitution. Il y a eu un procès tout récent d'ailleurs d'un réseau, je crois que c'était en Belgique, de jeunes enfants du Maroc ou à Paris aussi d'ailleurs, voilà, entièrement sous emprise chimique et à qui on forçait de faire des trucs absolument terrifiants. C'est des produits aussi qu'on trouve couramment dans les armoires à pharmacie, ai-je découvert en vous lisant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le médicament, par définition, il est accessible. Oui, voilà. J'ai envie de vous dire, encore heureux, le principe, c'est de traiter les gens. Faut pas c'est la pharmacienne qui parle, j'ai senti quand même. Encore heureux que le médicament soit accessible. Ouais. Il y a des médicaments qui peuvent être, qui sont retrouvés dans notre étude et qui sont en vente libre. Il y a des médicaments qui sont sur ordonnance. La mission de l'agence, c'est justement de sécuriser le médicament et de réduire le risque au maximum. Donc là-dessus, on peut agir sur la base de ce rapport sur les modifications des conditions de prescription, de délivrance. On va par exemple, si je prends l'exemple du Rivotril, voilà, le Rivotril par exemple, qui a été longtemps la drogue du violeur, contrairement à ce qu'on dit sur le GHB. Le Rivotril, par exemple, c'est une benzodiazépine qui était à la base qui est utilisée pour l'épilepsie. On l'a mis sur ordonnance sécurisée, la taille des conditionnements a été réduite, la durée de prescription a été réduite. Autant qu'on peut, on limite le rythme. D'un mot, juste avant l'anti-sèche, sur les symptômes, à court terme, il y a beaucoup de victimes qui parlent de trous de mémoire, de grande fatigue. C'est un des premiers trucs pour identifier qu'on a été victime d'une agression de ce type. Je ne parle donc pas de la vulnérabilité, là je parle bien des actes de soumission. Alors en soi, que ce soit de la vulnérabilité ou de la soumission chimique, le tableau va être absolument le même en réalité, puisqu'il n'y a pas de tableau spécifique. C'est important de le comprendre, il y a des tableaux évocateurs. Et donc quels sont ces tableaux évocateurs? C'est j'ai une amnésie, j'ai un trou de mémoire, il peut être total ou partiel, c'est les fameux flashs qu'on a, des bribes de souvenirs. C'est un trouble du comportement, je n'agis pas comme j'ai l'habitude de me comporter, j'ai des symptômes inhabituels ou pas vraiment compatible avec les consommations que j'ai eues. Par exemple, j'ai bu 2 gorgées d'alcool, je me sens vraiment ivre-morte, donc ça, c'est pas tout à fait cohérent. Et toujours, et j'insiste là-dessus, en présence de faits criminels ou délictuels possibles. C'est je me réveille avec un désordre vestimentaire, avec une amnésie, par exemple nue dans la rue, ou je me réveille avec des transactions inhabituelles sur mon compte, toujours avec un trouble du comportement. Je me vois, par exemple, tirer de l'argent. On va en parler de tout ça, des effets sur les victimes. Etc. Et on va parler des auteurs aussi. On va le faire, si vous le voulez bien, juste après l'anti-sèche. Leïla Chaouachi, qui est pharmacienne au Centre d'addictovigilance de Paris, rapporteur de l'enquête soumission chimique de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Mais pour Brandon Noiret, on va danser. Brandon, bonjour. Bonjour, vous savez danser, Emmanuel. vous nous faites un coup de... Ah non, là je me... Surtout qu'avec la Nourrière, ça ne va pas être facile. Oui. Actu, aujourd'hui, c'est cette exposition depuis le 21 décembre au Palais Garnier sur le grand chorégraphe Rudolf Nureyev, qu'on croise dans les programmes scolaires. Et à cette occasion, vous revenez sur une légende du XXe siècle. Et oui, ce 6 janvier, on a célébré le 31e anniversaire de sa disparition, 6 janvier 1993. C'est le seigneur de la danse, Rudolf Nureyev. Il est né le 17 mars 1938 à Irkoutsk, en Union soviétique, dans le centre de la Russie, dans un train qui traverse la Sibérie, de parents tatars qui a donné lieu d'ailleurs à la sauce tartare, ça vient de là, ce peuple turc qui vit dans le centre et du sud de la Russie. Il grandit dans une famille extrêmement pauvre, et dès l'âge de 5 ans, sa maman voulait quand même l'emmener à l'opéra régulièrement, même s'il n'avait pas beaucoup d'argent. Il est impressionné par un ballet, et à 17 ans, il parvient à s'inscrire dans une académie de danse de Leningrad, 1959, date extrêmement importante pour Rudolf Nureyev. Il est admis dans le très prestigieux corps de ballet du Kirov de Leningrad. En 1961, il se rend pour la première fois en Occident. C'est un événement pour un homme de l'URSS à l'époque, lors d'une tournée. Et là, il bondit sur scène tel un fauve. Il saute bien plus haut que ses homologues. Il impressionne énormément le peuple occidental et tous les spectateurs. Il attire toutes les lumières sur lui et tous les regards, et le public occidental, le public parisien anglais, tombe littéralement fou amoureux de Rudolf Nureyev. À Paris, il découvre aussi la vie occidentale, et quelques semaines plus tard, c'est l'heure du grand départ pour le ballet. Sa tournée évidemment absolument magnifique, sauf que le Kremlin veut rapatrier le jeune danseur. Il critique énormément l'URSS et le pouvoir en place. On lui dit il faut rentrer. Là, il comprend qu'il
qu'il y a un piège Nureyev. En fait, le KGB a commis une erreur monumentale. Le KGB dit à Nureyev, il faut rentrer et puis jouer pour le Kremlin, mais dans le hall de l'aéroport du Bourget. Et là, il comprend le piège. Il a le temps de dire non et de s'envoler pour la conquête de l'Ouest et la conquête de la liberté. Une image célébrissime où il franchit les barrières, justement, en pratiquant un de ces sauts légendaires et qui lui permettent d'aller C'était quand même un petit peu préparé parce qu'il va tout de suite se placer sous la protection de deux agents français. Il y a la scène dans Les uns et les autres, d'ailleurs, de Claude Lelouch qui montre cette scène. Il a choisi, il reste donc du côté occidental, il demande l'asile politique qui est accepté le jour même. Et là, il débute sa carrière internationale. Et il danse pour toutes les compagnies du monde entier. Aucun style ne lui est étranger. Il interprète de Roland Petit au Royal Ballet de Londres, de Maurice Béjart, de Paul Taylor. À Paris, à Londres, Nureyev fait sensation. Et pourtant, il ne possède pas ce physique un peu d'un danseur classique. Il est assez petit, assez tassé, mais on a la fulgurance de ces sauts qui marquent profondément les spectateurs. L'Opéra de Paris l'invite régulièrement en ses murs. Le Royal Ballet de Londres lui ouvre ses portes dès 1962, suivi de près par l'Opéra de Vienne, le Metropolitan Opera de New York, et les fans se bousculent les uns après les autres. Et surtout, il fait la une des journaux. C'est extrêmement rare à l'époque pour un danseur. Ça l'est aujourd'hui encore d'ailleurs. Les danseurs classiques ne sont pas forcément à la une des journaux. C'est vrai, mais aujourd'hui, avec notamment les réseaux sociaux, ils sont beaucoup plus connus du grand public. En 1983, Nureyev est nommé directeur du ballet de l'Opéra Garnier et il va contribuer à la notoriété de l'Opéra Garnier partout dans le monde entier. Avec lui, Paris brille partout où se déplace Nureyev. Et le 6 janvier 1993, il s'envole définitivement des causes du sida. Il n'avait que 54 ans. Il est enterré au cimetière russe de Saint-Geneviève-des-Bois en région parisienne. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette exposition. Oui, à voir jusqu'au 5 avril 2024 à l'Opéra Garnier, absolument magnifique. Vous en apprendrez beaucoup plus sur ce génie de la danse. Et si vous avez envie de le retrouver en littérature, vous lisez Danseur, le roman de Colum McCann, paru il y a quelques années chez Belfond, et qui raconte l'histoire de Rudolf Nureyev. Et puis il y a un Lac des Cygnes de Nureyev qui revient, je crois, au tout début de l'été à Bastille, pas à Garnier cette fois, mais c'est toujours à l'Opéra. Brandon, merci beaucoup. Merci. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir, toujours. Leïla Chawassi. 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ce sont les peines prévues à l'article 222-31 du Code pénal qui définit la soumission chimique comme, je cite, le fait d'administrer à une personne à son insu une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. Fin de citation. Et le tout afin de porter atteinte à son intégrité physique. Depuis 2018, elle est devenue une circonstance aggravante du vol, la soumission chimique. Et on en parle aujourd'hui avec Leïla Chawassi parce que ça touche beaucoup les jeunes. Alors les victimes, il y a un âge médian qui est de 23 ans, une majorité de femmes. Mais bon, en gros, c'est 20-29 ans, la période à haut risque. Tout à fait. Alors, c'est important tout de même de dire qu'il n'y a pas de profil type de victime. Effectivement, il y a une majorité de femmes qui sont retrouvées, mais évidemment que ça touche absolument tous les sexes, donc les hommes, les femmes, et quelle que soit son orientation sexuelle, sa classe sociale, son niveau d'études. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, on a des affaires qui nous viennent donc des personnes qui sont en grande précarité et jusqu'au plus haut sommet de l'État, donc c'est important quand même de le mentionner comme vous l'avez fait. Et puis de l'autre côté, il y a aussi tous les âges, avec aussi une grande vulnérabilité aux extrêmes de la vie. Donc il y a bien sûr les 20-29 ans, mais au-delà des 20-29 ans, il y a les mineurs qui sont particulièrement exposés et les seniors, et notamment pour des faits de maltraitance. Oui, dans une émission sur France Info, il y a une avocate pénaliste, Cathy Richard, qui racontait avoir été confrontée à une enfant invitée à une soirée pyjama chez une copine. Le grand frère est là, dit-elle, il fait boire les deux, il abuse de la copine. Donc effectivement, on a vraiment toutes les tranches. Ça part quand même beaucoup du monde de la nuit. Parce que c'est le moment de la fête, c'est le moment où les substances circulent. Alors, c'est là-dessus également, il y a quelques idées reçues à déconstruire. C'est-à-dire que si on prend les agressions facilitées par les drogues de façon générale, donc soumission chimique et vulnérabilité chimique, le monde de la nuit va arriver en première position, en tout cas les établissements festifs. Mais si on s'intéresse à la soumission chimique, quand on vous drogue à votre insu, encore une fois, là, c'est la sphère privée qui arrive en première position. Parce qu'on a tendance à toujours dire que c'est toujours une victime qui serait un petit peu cervelée, pas très prudente, qui aurait laissé son verre sans surveillance, etc. La plupart du temps, c'est tout de même quelqu'un qui va laisser son verre sous la surveillance d'une personne de confiance ou qui va l'accepter d'une personne de confiance. Donc c'est une confiance qui va être trahie.
Ce qu'on avait vu d'ailleurs dans l'affaire Guerriot. Une partie du problème, c'est que les victimes ont souvent consommé de l'alcool ou des stupéfiants de leur propre volonté. Et il y a une honte de parler aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était pour la libération de la parole. Ça, c'est très très important. C'était compliqué d'aller porter plainte en disant il m'est arrivé ça. Bon, mais vous étiez sobre. Bah non, j'avais bu un coup. Oui, alors il y a plusieurs choses qui font obstacle au dépôt de plainte. Donc, comme vous le savez, déjà, si on prend juste les agressions sexuelles, il y a moins de 10% des victimes qui portent plainte tout court. Absolument. On sort là du contexte de la soumission chimique. Donc ça, c'est déjà de base. Vous rajoutez à ça potentiellement le fait que dans la plupart du temps, les auteurs sont connus. Il y a des phénomènes d'emprise, la peur des répercussions sociales, la peur des répercussions professionnelles, parce qu'elles sont nombreuses. Ça on n'a rajoute un jamais couvercle. vraiment un intérêt personnel à dénoncer quoi que ce soit. On a même toutes les retombées négatives souvent, et c'est en ça que c'est extrêmement courageux de prendre la parole et de le faire. Vous rajoutez à ces phénomènes d'emprise potentiellement le fait d'avoir consommé soi-même des substances et cette espèce de culpabilité qui n'a rien à faire là, mais qui est toujours présente, de se dire est-ce que je n'ai pas abusé d'alcool, est-ce que j'aurais dû vraiment prendre ce cachet d'ecstasy ou ce rail de coke, et vous rajoutez à ça l'altération de la mémoire avec le fait de ne pas forcément se sentir très légitime à dire est-ce que c'était une agression, pas une agression, je ne comprends pas mon comportement, et tout ça c'est autant d'obstacles au dépôt de plainte. Et au témoignage culpabilité qui est quand même parfois renforcée par les comportements de certains policiers aujourd'hui encore. Alors, sur ces questions-là, on la même attitude que sur le viol, pour dire la chose vite, en mode il ou elle l'a bien cherché, quoi. Alors, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a beaucoup quand même d'évolutions et d'améliorations qui ont été faites, et en grande partie depuis 2017 avec le fameux hashtag MeToo, qui a été extrêmement vertueux, même si très polémique et très controversé, mais en tout cas, ça a été une grande vertu. Il y a eu une amélioration de l'accueil des victimes. Après, on n'a jamais fini de les améliorer et de le faire. Il y a vraiment, en revanche, un défaut de formation, et c'est très important de regarder ça. On va en parler, si vous voulez bien, sur les solutions, mais effectivement, la formation en est une essentielle. Je voudrais qu'on reste, juste avant la récré, sur les auteurs pendant une petite minute. En majorité des proches. Oui. Tout à fait. C'est pas des inconnus, enfin c'est pas, il y en a, mais... Alors les idées reçues sur les auteurs, elles sont nombreuses. Déjà, on va tout de suite imaginer que c'est un homme. Et ensuite, un homme solitaire, un loup prédateur solitaire, à la quête d'une proie fragile dans une ruelle sombre. Il y a beaucoup d'images comme ça. Alors, il existe, je ne vous dis pas que cet auteur n'existe pas. En revanche, ce n'est pas vraiment ce qu'on observe. Nous, ce qu'on observe, c'est que ce sont majoritairement des hommes qui sont retrouvés dans nos études, effectivement, essentiellement pour des crimes qui relèvent plutôt de viol et d'agression sexuelle. Les femmes sont également autrices, pour une plus faible partie, pour d'autres types de crimes, notamment les vols, les maltraitances infantiles, les infanticides. Donc ça, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des auteurs hommes qui sont présents. Et puis ensuite, on a tendance à penser qu'ils agissent seuls. Parfois, c'est seul, dans la majorité des cas, mais d'autres fois, c'est en réunion avec une organisation, une stratégie qui est mise en place. Et oui, contrairement aux idées reçues, c'est souvent des gens qu'on connaît, ou du moins qui ont fait confiance. Et même quand on ne les connaît pas, j'insiste, parce que quand on dit l'inconnu, on imagine tout de suite, notre loup solitaire de tout à l'heure, en gros. Mais même l'inconnu, en fait, ça va être un prestataire de service, celui qui m'aura servi le verre au bar, celui qui m'aura accompagné en voiture, mon hébergeur, mon propriétaire. Et quelqu'un qui souvent se pose en position de sauveur aussi. Quand tu ne te sens pas bien, je vais t'aider. Bien sûr, je vais te raccompagner chez toi, etc. Mais alors, c'est pour ça que l'auteur est assez banal. Voilà, c'est monsieur tout le monde et madame tout le monde. C'est flippant ce que vous dites quand même, parce que le loup solitaire, on pourrait à la limite imaginer le reconnaître, le désigner, mais là c'est absolument tout le monde. Alors ça peut être tout le monde, je vous rassure, nous ne sommes pas tous des auteurs et des criminels. Non. Il ne faut pas faire le corollaire inverse, nous ne sommes pas toutes des personnes qui allons subir des agressions. Mais ce que vous voulez dire en tout cas, c'est qu'il faut sortir des stéréotypes, aussi bien sur les victimes, sur les types de crimes que sur les auteurs. J'ai envie de vous dire, si c'était écrit sur notre front, on l'éviterait. Eh oui, absolument. Le plus violent excès de drogue, c'est d'être dans le flou, de ne pas se souvenir de son agression. C'est Louise qui parle dans un article du Monde. Elle a 22 ans. Elle a porté plainte après une soirée dans un club parisien. C'est un vrai état de choc post-traumatique, dit-elle. On continue à en parler avec Leïla Chawassi juste après la récré. Petite cigarette ? Non, merci. Eh ben voilà, non merci. C'est une récré sérieuse aujourd'hui. Oui, vous rebondissez sur l'image de la pause clope pour dire que non, non et encore non. Oui, effectivement, et d'ailleurs on a découvert ça dans un article de l'Actu, notre partenaire à partir de ce mois de janvier jusqu'à la fin de l'année, les magnifiques articles que l'on retrouve dans l'Actu ou dans le Petit Quotidien ou dans le Quotidien. Donc oui, on a découvert, on le sait, le tabagisme évidemment présente de nombreux risques pour la santé et également pour les personnes exposées avec ce tabagisme passif. Mais selon une étude très récente, et ça c'est extrêmement intéressant de découvrir cela dans l'Actu, une étude récente et massive qui s'est focalisée sur plus de 32
42 000 participants, fumer réduirait de manière irréversible la taille de notre cerveau, ce qui peut entraîner de la démence et la maladie d'Alzheimer. C'est ce que nous dit une étude publiée il y a quelques semaines dans Biological Psychiatry. L'équipe de chercheurs du Missouri et de Caroline du Nord a examiné le cas de fumeurs européens. Donc ça nous concerne, enfin pas moi, mais celles et ceux qui nous regardent sans doute et qui fument. Ils ont analysé les facteurs de risque génétique et les scanners cérébraux et ils ont démontré que plus le nombre d'années de tabagisme est élevé, plus la perte du volume cérébral est irréversible. On a le cerveau qui diminue. Voilà, exactement. Et lorsque l'on vieillit, le volume, bon, évidemment, de notre cerveau diminue, ça c'est le cas pour tout le monde, mais le tabagisme accélère ce processus qui entraîne une incidence plus élevée, donc de démence et de maladie d'Alzheimer. À quel point incidence plus élevée? 14%. 14% des cas de maladie d'Alzheimer dans le monde pourraient être attribués au tabagisme. J'ai quand même une petite nouvelle, parce que c'est quand même une récré, il faut toujours finir sur une bonne note. Les chercheurs notent que l'arrêt de la cigarette peut au moins freiner le processus de diminution du cerveau. C'est important. C'est la petite bonne nouvelle. Et évidemment, fumer n'est pas bon pour la santé, donc il faut mieux vaut arrêter le plus rapidement possible. Voilà, c'est mauvais, c'est pas bien. Merci Brandon. Merci. On va continuer à parler de chimie et de ce que ça peut faire sur le corps, et pas que sur le corps d'ailleurs. Leïla Chawachi. Une sortie entre amis, un verre ou deux, des bouffées de chaleur, des vertiges, l'envie de vomir, puis le trou noir, un réveil chez soi ou chez un inconnu et ce sentiment de honte mêlé à la culpabilité. Un scénario immuable décrit par le journal Le Monde l'année dernière dans une enquête sur la soumission chimique. On en parle avec Leïla Chawachi, pharmacienne au centre d'addictovigilance de Paris et rapporteur de l'enquête soumission chimique auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament. C'est un phénomène donc, dont on parle maintenant. Heureusement qu'on en parle. Plus on en parle, mieux on se porte d'ailleurs, parce que ça peut... Alors certes, ça fait monter les prix, les prix. Non, ça fait monter les chiffres, mais c'est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire que les choses sont dites. Mais c'est un phénomène ancien, en fait, ça remonte au début des années 90. Oui, c'est un phénomène qui est tout à fait ancien, et puis j'ai envie de dire même qu'on retrouve dans la littérature. Hein. Oui. Au-delà même je veux dire, Tristan et Iseult, on appelle ça un élixir d'amour, on peut appeler ça une soumission chimique, enfin, je veux dire, peu importe la façon dont vous l'appelez. Donc les breuvages amoureux, donc, etc., ça se termine pas bien du tout, etc. C'est un amour forcé. Donc je veux dire, dans les contes, on les a de façon assez régulière. Donc oui, c'est vieux comme le monde. Ça a été fortement, justement, également porté par les médias dans les années 90. C'est là où le GHB a pris sa triste place de drogue du violeur. Et c'est dans les années 97 qu'on a fait le premier état des lieux sur l'usage criminel des drogues en France. Donc à l'époque, on avait identifié les benzodiazépines, des médicaments. D'ailleurs, on ne parlait pas de soumission chimique, on parlait de soumission médicamenteuse. Et c'est la raison pour laquelle l'Agence du médicament, qui est en charge de la sécurité du médicament, s'est emparée de cette enquête en demandant à ce qu'elle soit institutionnalisée. Donc c'est important de dire que seul en France existe une enquête institutionnalisée, tous les ans reconduite avec les experts toxicologues, puisque moi j'en suis le rapporteur, mais évidemment ce sont des partenaires qui font le travail et qui remontent dans le cadre des données de justice. Voilà, et c'est pluridisciplinaire, etc. Et donc ça a été institutionnalisé pour toujours se rendre compte de ce qui circule, de comment est-ce que c'est utilisé, quelles sont les conséquences sur les victimes et savoir quelles sont les mesures à prendre pour essayer de réduire les risques. Mais là, la rubrique que faire, il y a l'individuel, il y a le collectif. On commence par l'individuel. Le protège-verre, dans une boîte, c'est assez insuffisant, en vrai. Oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est très important de démarrer par ça. Ouais. Il n'existe pas de barrage au crime parfait. Un capuchon à verre ne va pas faire... Et d'ailleurs, si vous prenez les idées reçues que je vous ai prises tout à l'heure, effectivement, le capuchon, très souvent, il est customisé un peu comme un chouchou, comme s'il n'y avait que les femmes qui pouvaient se faire agresser. On va se protéger de l'inconnu, celui qui risque de nous mettre quelque chose dans le verre, mais on peut le confier tout à fait à cette personne de confiance qui peut sans aucun problème relever le capuchon. Et puis aussi, l'entretien d'autres idées reçues, selon lesquelles, par exemple, il n'y a que dans l'alcool qu'on peut droguer une personne. Vous savez que les vecteurs sont très nombreux. Ça peut être également des boissons soft et pourtant tous ces capuchons sont promus sur des verres d'alcool. Ça peut être également, comme l'a dit l'avocate que vous citiez tout à l'heure, Madame Cathy Richard, que c'était aussi bien dans le verre ou dans l'assiette. Donc c'est aussi dans les aliments. Voilà, donc en tout cas, il n'y a pas de recette absolument magique. Quand on pense qu'on a été victime, et plus souvent qu'on l'a été, il faut porter plainte tout de suite parce que les traces de
que certaines substances disparaissent très rapidement de l'organisme? Alors, ce qui est important, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau aussi d'urgence sanitaire quand on ne se sent pas bien, qu'on a des... Je prends l'exemple de Madame Josso qui a décrit dans les médias ce qu'elle a pu ressentir. Donc, cette députée qui a été agressée par le sénateur Joël Guerriau. Donc, voilà, avec une enquête en cours. Donc, si elle a dit voilà, que son cœur s'emballe, qu'elle se croit mourir. Donc, bon, si on se croit mourir, il faut... Elle l'a dit, je me suis vu mourir. Elle l'a dit. Donc, si elle se sent dans cet état-là, évidemment, elle a eu le bon réflexe de d'abord s'assurer d'avoir une assistance sur le plan respiratoire. Surtout ce plan-là, elle s'était rendue en service d'urgence parce qu'elle s'est vue mourir. Donc ça, c'est très important. Elle a eu finalement tous les bons réflexes, Madame Josso, puisque la première chose qu'elle a faite, et ça c'est quasiment le plus difficile, c'est écouter son doute. Dire il y a quelque chose qui est... Parce que tout le contexte dit que tout va bien, je suis chez un ami, etc. Je suis entre de bonnes mains et au final on se dit je me sens pas bien et je vais m'écouter. C'est pas normal que je me sente pas bien. Elle a écouté ses signaux d'alerte, elle a eu la bonne attitude, c'est tout de suite s'extraire de la zone qu'on a identifiée comme une zone de danger. Tant pis si on s'est trompé, c'est pas grave, mais en tout cas on a identifié une zone de danger, elle s'en est extraite. Comme elle se sentait mal, elle s'est orientée justement pour qu'on puisse la prendre en charge à risque qu'il y ait des complications. Et puis elle a très rapidement déposé plainte, effectivement, parce que vous allez avoir deux choses. Donc à la fois une victime qui ne va pas être très aidante, non pas qu'elle ne veuille pas vous aider, mais parce que une victime sur deux a une altération de la mémoire, donc elle ne sait plus exactement ce qui s'est passé, et en même temps des preuves extrêmement labiles, puisque les substances vont s'éliminer assez rapidement dans le sang et l'urine, il restera le cheveu, mais en tout cas il y a ce paramètre à prendre en compte, et puis au-delà de l'analyse toxicologique, parce qu'on est très souvent obsessionnel avec cette révélation toxicologique, mais il y a aussi toutes les autres traces qu'il va falloir récupérer, et notamment les traces psychologiques. Et puis au-delà même de cela, l'ADN, s'il y a une relation sexuelle, la recherche de spermatozoïdes, donc ne pas se laver, aller tout de suite pour pouvoir faire les différents prélèvements qui ne peuvent se faire qu'aux unités médico-judiciaires suite à un dépôt de plainte pour pouvoir recueillir tous ces prélèvements conservatoires. Dernière question, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on va quand même le dire. Donc il y a beaucoup de réponses en termes de politique publique à mener, de formation, je citais les policiers, mais c'est vrai également des soignants, d'information. Les bars, le monde de la nuit, c'est quand même pas mal mobilisé parce qu'il y a eu des campagnes corps à corps, passant mon accord, touche pas à mon drink, touche pas à mon verre, le hashtag que vous citiez tout à l'heure. Et puis un certain nombre de propositions de différents collectifs pour lutter contre. S'il y avait une mesure aujourd'hui majeure à prendre, ce serait... Laquelle? Alors, vous l'avez dit, le corps festif s'est largement mobilisé, et aussi avec l'association Actrai, vous avez cité Consentis, c'était clair, donc il y a beaucoup de dynamisme qui se met en place. Il y a des safe zones qui sont organisées de plus en plus, donc ça, c'est déjà bien fait. Maintenant, il y a un mouvement qui s'appelle le hashtag Mandorpa qui sensibilise sur la sphère privée, et parce que les moyens ne seront pas les mêmes. J'aime bien dire que c'est pas une grand-mère qui va flasher un QR code dans les toilettes d'une boîte de nuit, donc en fait, il va falloir quand même... si, elle le fait, juste après, elle envoie un truc avec un hashtag sur son compte, sur Insta. Tout de même qu'on puisse adapter ces mesures, la formation des policiers, comme vous l'avez dit, mais pas que. Donc les enquêteurs, les magistrats, soignants, toutes les personnes qui sont à l'écoute, les professionnels même de la ville, parce qu'on parle aussi des médecins traitants, etc., des pharmaciens de ville. Qui parfois méconnaissent. Exactement. Et puis de façon plus générale, j'ai envie de vous dire de la prévention, de la sensibilisation au niveau de l'éducation nationale pour parler de soumission chimique, mais aussi de vulnérabilité chimique. C'est le Dry January en ce moment, donc c'est peut-être aussi l'occasion de parler des risques de l'alcool, des blackouts et des vulnérabilités. Leïla Chaouachi, merci mille fois de nous avoir accompagnés dans cette émission sur vulnérabilité et soumission chimique. On a bien compris qu'il y avait les deux sujets. Brandon, merci aussi. On va retrouver dans quelques instants pour les années collège Amélie Paris. Elle se passionne pour la culture des ados, culture YouTube, Squeezie, star des ados. Amélie Paris. Et comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Amélie Paris, les années collège. Amélie, bonjour. On parle avec vous aujourd'hui d'une idole de la génération Z, donc de vos élèves, puisque je le rappelle, vous êtes professeur documentaliste au collège Maurice Utrio, c'est à Paris, dans le 18e arrondissement. Le youtubeur aux multiples succès, Squeezie, connu au départ pour une chaîne consacrée à l'univers du jeu, le gaming en bon français. Oui. Alors, qui ne connaît pas au moins de nom Squeezie? Même les boomeuses, donc moi et les boomers, le connaissent. Alors, par où commencer? Eh bien, par son vrai nom et par des chiffres qui font tourner la tête. Alors, Lucas Auchard est né le 27 janvier 1987. Il a donc 27 ans et aujourd'hui, il est le plus gros youtubeur de France avec 18 millions d'abonnés. C'est l'équivalent de la population du Sénégal ou de la Grèce et
et du Liban réunis. Télérama lui a même consacré sa une dans un de ses numéros de septembre avec pour titre Squeezie, l'homme le plus regardé de France. Chacune de ses productions attire des millions de vues, 10 milliards de vues cumulées. C'est un record. 10 milliards. Oui, des milliards. C'est pas une coquille. Non. Waouh. Oui, c'est un record. 1 millier de vidéos à son compte. Bref, on comprend mieux le titre du magazine au sujet du roi de la plateforme, qui est également sur TikTok, sur Instagram et sur Twitch et qui vient de faire son entrée au musée Grévin. Et tout ça, waouh. Et tout ça a commencé par du jeu. Tout ça a commencé par du jeu. Il faut remonter en 2008, il a alors 12 ans et il fait ses premières vidéos donc autour du gaming où il se filme dans sa chambre avec les moyens du bord. Mais en 2011, il devient Squeezie et il commence vraiment à rencontrer le succès en publiant des vidéos dans lesquelles il se livre à des parties de jeu. Alors je vais vous épargner tout le vocabulaire autour du gaming parce que j'y connais pas grand-chose. Let's play, etc. Oui, Vidéo voilà. réaction. Il devait être assez nombreux à prétendre à ce titre. Alors pourquoi lui? Alors, comme il le dit, beaucoup de boulot et beaucoup de chance, vu la probabilité d'en arriver là, être au bon moment et au bon endroit. Ajoutons son capital sympathie indéniable et une authenticité qui inonde ses vidéos depuis des années. Son public le connaît, il a évolué avec lui au même rythme, il s'est filmé chez lui, dans sa chambre, on l'a vu avec ses potes. Il y a donc vraiment un sentiment de proximité qui est très fort avec sa communauté, qui est très puissant. Et Squeezie, en fait, c'est un peu le pote de tout le monde. Avec une capacité à se renouveler, parce qu'il n'est pas resté dans l'univers du gaming. Non. Alors même si le monde des jeux vidéo reste la base de son contenu, il a su se diversifier en proposant des vidéos humoristiques, des défis, des décryptages de faits divers, des jeux parmi lesquels Qui est l'imposteur. Et dans le dernier, il a invité Marion Cotillard et Camille Cotin. Il s'est également lancé dans le récit d'histoires d'épouvante présentées comme histoires vraies qui ont donné lieu à une bande dessinée en 3 volumes. En 2020, il a sorti son premier album de musique enregistré au Japon qui a cartonné. Il a créé son agence de communication d'influence. Il a créé sa boîte de production. Il a lancé sa marque de vêtements lancée avec son frère. Il a aussi une équipe d'e-sport. Et le 9 septembre dernier, il a organisé son 2e Grand Prix de F4 sur le circuit du Mans. Oui, j'ai du mal. Bref, c'est plus qu'un youtubeur qui publie d'ailleurs maintenant ses vidéos doublées en anglais. C'est un véritable chef d'entreprise multicarte à la tête d'un véritable empire du divertissement. Donc une parole qui compte énormément pour les jeunes, ce qui veut dire aussi qu'on l'attend éventuellement sur des sujets plus sérieux, plus graves. Oui. Alors il a plusieurs fois été salué par ses prises de parole sur le harcèlement et très récemment, justement, il a dénoncé le cyberharcèlement sexiste dont a fait l'objet l'influenceuse Manon Lanza dans le cadre du Grand Prix de F4 dont je vous parlais, qu'il a organisé et qui a rassemblé 1,3 million de personnes en ligne. Moi, je trouve votre enthousiasme un petit peu suspect. Je pense qu'il n'y a pas que des ados qui sont fans de Squeezie, pardon. Vous oui, aussi. Oui, j'aime beaucoup Squeezie. Bon. Même si, quand même, dans certaines de ses vidéos, il se moque du mec du CDI ou de la meuf du CDI. Non. Mais je suis quand même très impatiente de voir la série documentaire sur lui qui va paraître en 2024. Waouh, il ne faut pas se moquer des profs doc en France Squeezie, c'est pas possible. Elle est super sympa, la dame du CDI. Merci beaucoup, Amélie. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui est en régie aujourd'hui en compagnie de Gauvin Bonizek pour le son, de Théo Boscar pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.